Des dizaines de milliers de personnes favorables au parti Ennahda ont manifesté samedi à Tunis. Une mobilisation qui pourrait alimenter les tensions entre le président et le Premier ministre. Le Royaume-Uni a vacciné plus de 20 millions de personnes. Il s'agit des catégories les plus fragiles, dont les personnes âgées et les plus exposées au virus. La répression s'intensifie en Birmanie. Le pays est agité par des rassemblements pro-démocratie depuis que l'armée a renversé le gouvernement le 1er février dernier. Mesdames, Messieurs, merci de suivre Sika TV. Bienvenue dans cette édition. Au Niger, l'opposant Maman Ousmane hausse le ton. Il exige la libération de tous les détenus interpellés lors des violences qui ont suivi la proclamation des résultats de la présidentielle. Le candidat déclaré battu au second tour du scrutin revendique toujours la victoire. Reportage. Maman Ousmane, déclaré battu à l'issue de la présidentielle du 21 février, demande la libération de tous les détenus interpellés lors des violences qui ont suivi la proclamation des résultats du second tour. Nous exigeons la libération de tous les détenus sans délai, l'arrêt du harcèlement et les menaces de militants, a-t-il déclaré sur une télévision privée à Niamey. J'interpelle également la communauté internationale sur les risques de dégénérescence de cette situation post-électorale du Niger, a-t-il poursuivi. La victoire de Mohamed Bazoum avec 55,7% des voix, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, a été contestée par Maman Ousmane, qui s'est lui-même proclamé vainqueur avec 50,3% des voix. Dès la proclamation des résultats mardi soir, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Niamey. Plusieurs pillages et destructions de biens publics et privés ont été commis. Ces troubles se sont poursuivis pendant 2 jours, faisant 2 morts et plusieurs blessés selon les autorités. Le principal opposant du Niger, Ama Amadou, accusé par le pouvoir d'être à l'origine des troubles qui ont suivi la proclamation des résultats de la présidentielle, est détenu depuis vendredi dans les locaux de la police où il s'était lui-même livré. Cette situation, pour le moment, peut être gérable, contrôlable, pourvu que les suffrages exprimés par les citoyens reflètent les résultats des urnes, a martelé l'opposant Maman Ousmane. Elles ont été retenues en captivité pendant 10 jours avant de retrouver la liberté. Au Nigeria, les 42 personnes, dont 27 enfants, ont été relâchées par leurs ravisseurs. Ces ex-otages ont été reçus en audience par le gouverneur de l'État du Niger. Les détails. Les élèves, les professeurs et leurs proches du Collège des sciences de Kagara ont retrouvé la liberté et ont été reçus par le gouvernement local, a annoncé sur Twitter Aboubakar Sani Bello, le gouverneur de l'État nigérien du Niger, l'une des régions minées par les groupes criminels appelés bandits. À la mi-février, des hommes armés avaient attaqué ce pensionnat public d'enseignement secondaire de Kagara, tuant un étudiant et emmenant avec eux 27 élèves, 3 professeurs et 12 membres de famille du personnel. Les bandits, comme les désignent les autorités, terrorisent les populations locales, mènent des kidnappings de masse contre rançon, pillent les villages et volent le bétail depuis plusieurs années, notamment dans le nord-ouest et le centre-ouest du Nigeria. Mais dernièrement, ils multiplient également les enlèvements d'enfants dans des écoles. Vendredi, 317 jeunes filles scolarisées dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest, ont été enlevées dans leur dortoir. Une opération de sauvetage est en cours, composée de forces de sécurité, mais aussi de villageois. Vendredi après-midi, les parents des élèves enlevés avaient attaqué le convoi officiel qui voulait se rendre sur les lieux, blessant grièvement un journaliste local à la tête. Samedi matin, la situation était plus apaisée selon les témoignages et quelques parents attendaient dans le calme et la résignation les nouvelles de leurs filles. Début décembre, 344 jeunes garçons avaient été enlevés dans un pensionnat à Kankara, dans l'état voisin de Katsina, avant d'être relâchés une semaine plus tard. Je le disais en titre, en Tunisie, le principal parti au pouvoir fait une démonstration de force. Ennahda a mobilisé des milliers de ses partisans dans les rues à Tunis. L'initiative risque d'accentuer les tensions en plein bras de fer entre cette formation islamiste et le président de la République.
Alors que la crise sociale accentuée par la pandémie du coronavirus se double de difficultés budgétaires grandissantes, le puissant parti Ennahda convie ses militants dans les rues. Une véritable démonstration de force au regard de la mobilisation. Le président Kaïs Saïed, qui jouit d'une importante popularité, a rejeté fin janvier un remaniement voulu par Ennahda pour assurer au gouvernement le soutien de sa coalition parlementaire. En l'absence d'une cour constitutionnelle, le conflit s'éternise, paralysant le gouvernement depuis 6 semaines. Le peuple veut l'unité nationale, ont scandé des partisans d'Ennahda, alors que le chef de file du parti, Rached Ghannouchi, a pris la parole pour appeler au dialogue. Le Premier ministre Hichem Mechichi, qui avait limogé 11 ministres, parmi lesquels celui de la Santé ou de l'Intérieur, a fini par confier ses ministères à d'autres membres du gouvernement déjà en place. L'instabilité politique qui a entravé les réformes de fond depuis la révolution de 2011 s'est accentuée depuis l'arrivée au pouvoir du président Kaïs Saïed. Le Fonds monétaire international a alerté dans un communiqué samedi sur l'urgence des réformes pour diminuer le déficit. Il a appelé à réduire la masse salariale publique et les subventions sur l'énergie, soulignant que la dette publique deviendrait insoutenable à moins d'adopter un programme de réforme solide. Les indépendantistes du Front Polisario, qui ont repris les armes mi-novembre, accusent les Nations Unies d'être responsables de l'impasse politique et de faire le jeu du Maroc au Sahara occidental, territoire disputé depuis 30 ans. Ils voudraient compter sur Joe Biden, le président américain, pour une sortie de crise. Reportage. 45e anniversaire de la République arabe sahraoui démocratique. Défilés militaires et civils sous les ovations d'un peuple tout conquis et admiratif. Mais le cœur n'aura pas été entièrement à la fête, mais aussi à la réflexion. Le Polisario reste très préoccupé par le bras de fer incessant avec le Maroc. Après presque 30 ans de cessez-le-feu, les tensions ont ressurgi en novembre quand le Maroc a déployé ses troupes dans la zone tampon de Guéguéra, dans l'extrême sud du territoire, après qu'un groupe de militants sahraouis a bloqué la seule route vers la Mauritanie voisine. Frustré par l'impasse du processus onusien, le Polisario a repris les hostilités et se dit en état de guerre de légitime défense. Soutenu par l'Algérie, le Polisario réclame un référendum d'autodéfense prévu par l'ONU, tandis que le Maroc propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Rabat contrôle environ 80% de ce vaste territoire désertique où de grands chantiers de développement marocain ont été lancés ces dernières années. Peu avant son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur l'ensemble du Sahara occidental en contrepartie d'une normalisation des relations de Rabat avec Israël. Déçus par ces agissements qui friseraient du copinage, les Sahraouis placent désormais leurs espoirs dans la nouvelle administration Biden, auquel reviennent sur cette décision qui viole toutes les décisions et résolutions de toutes les instances internationales. En Birmanie, de nouveaux rassemblements de protestation contre le coup d'État militaire ont été observés cette journée de dimanche, quasiment sur toute l'étendue du territoire. La violente répression policière ayant suivi a fait en tout 18 morts, de sources onusiennes. L'appel à manifester dimanche en Birmanie s'est carrément passé comme une lettre à la poste. Ils ont été nombreux, les manifestants, en dépit des messages de répression, à prendre d'assaut les rues. Mais trop tôt, la mobilisation s'est transformée en une bataille rangée, forces de sécurité, manifestants. À Dawi, au sud du pays, 3 manifestants ont été tués, tandis qu'à Bago, au centre, 2 adolescents de 18 ans ont trouvé la mort, d'après les secouristes, qui dénombrent par ailleurs plus d'une vingtaine de blessés graves. À Rangoon, une 6e personne a péri, toujours sous les balles des forces de sécurité publique, a-t-on appris, auprès d'un ex-député du parti d'Aung San Suu Kyi. Depuis le putsch qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi le 1er février, le pays est secoué par une vague de manifestations pro-démocratie et une campagne de désobéissance civile. Au fur et à mesure que la mobilisation prend de l'ampleur, les autorités intensifient à leur niveau l'usage de la force pour disperser les manifestants. Gaz lacrymogène, canons à eau, balles en caoutchouc ont graduellement été utilisés pour en arriver finalement à l'usage de balles réelles. Samedi déjà, des rassemblements globalement pacifiques avaient été accueillis de façon très ferme par les autorités. Au moins 3 journalistes ont été arrêtés, dont un photographe de l'agence américaine Associated Press, ainsi qu'un vidéaste et un photographe de 2 agences birmanes.
Selon une ONG d'aide aux prisonniers politiques, à ce jour, plus de 850 personnes ont été arrêtées, inculpées ou condamnées pour leur implication dans les manifestations. Au Royaume-Uni, plus de 20 millions de personnes auraient déjà reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus. Il s'agit des catégories les plus fragiles, dont les personnes âgées et celles plus exposées au virus. L'information a été donnée par le ministre de la Santé, Matt Hancock. Matt Hancock, le ministre britannique de la Santé, a remercié chacune des personnes qui s'est présentée pour avoir une injection et a réaffirmé que c'était la voie de sortie pour tous. Plus de 20 millions de personnes auraient déjà reçu une première dose de vaccin contre le nouveau coronavirus au Royaume-Uni. Le ministre n'a pas évoqué le nombre de personnes ayant reçu leur seconde dose de vaccin, mais selon les derniers chiffres officiels disponibles datant de vendredi, quelques 768 810 de secondes doses ont été administrées. Très durement touché par la pandémie avec environ 123 000 morts, le Royaume-Uni table sur la vaccination de masse pour sortir du confinement mis en place depuis janvier pour contenir une nouvelle vague très virulente du coronavirus attribuée à un variant plus contagieux apparu dans le sud de l'Angleterre. Dans le cadre de cette campagne, lancée début décembre, le gouvernement voudrait voir tous les plus de 50 ans recevoir une première dose de vaccin d'ici au 15 avril, puis tous les adultes fin juillet. Ensuite, la vaccination se poursuivra en fonction de l'âge, selon la recommandation du comité scientifique supervisant la campagne. La priorité sera ainsi donnée aux personnes âgées de 40 à 49 ans, puis aux trentenaires et enfin aux adultes de 18 à 29 ans. Le gouvernement avait précédemment atteint son objectif de vacciner partiellement à mi-février avec les vaccins Pfizer et AstraZeneca actuellement déployés, les quelques 15 millions de plus de 70 ans soignants, résidents et employés de maisons de retraite. C'est sur cette information que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et de rester avec nous sur SICA TV.